Bienvenue dans le 8e et dernier épisode de la semaine du frisson. J'espère que cette semaine vous a plu, que vous avez frissonné, que vous avez découvert des histoires incroyables et que vous avez apprécié passer vos soirées avec nous. Nous en tout cas, on a adoré. Merci pour votre soutien tout le long de cette semaine. Mais c'est pas fini, on a encore 2 histoires à découvrir ensemble. Pour ce dernier épisode, on vous a préparé 2 histoires bien différentes, mais aussi terrifiantes l'une que l'autre. Comme ça, on termine en beauté. Pour cette dernière vidéo, j'aimerais que vous battiez les records et qu'on ait un maximum de likes et de commentaires. Je compte sur vous. À présent, c'est parti pour le 8e et dernier épisode de la semaine du frisson. En mars 1981, dans la ville de Lübeck, au nord de l'Allemagne, la salle d'audience était pleine à craquer. Chaque siège était occupé et même les allées étaient bondées. Des étudiants en droit venus observer la justice en action, des avocats curieux, des journalistes et un public venu de tout le pays. Tous voulaient comprendre comment cette affaire allait se terminer. Ce jour-là, la tension était palpable. Cette affaire avait secoué tout le pays et chacun dans la salle avait 1000 questions. Tout au fond, silencieuse, immobile, se trouvait Marianne, venue assister à une nouvelle audience. Elle portait le même manteau gris qu'à chaque séance. Elle ne parlait à personne. Son visage était vide, sans émotion. Un masque froid, impénétrable. Pendant que le juge et l'accusé échangeaient, personne n'a prêté attention à elle, jusqu'à ce qu'elle se lève lentement, d'un pas calme. 1 pas, 2 pas. Sa main a glissé dans la poche de son manteau. Et en une fraction de seconde, 6 détonations ont éclaté au milieu du tribunal. La panique s'est emparée de la salle. Les cris, les chaises qui tombaient, les échos du métal sur le marbre. Marianne venait de rendre sa propre justice. Elle avait exécuté le prévenu, sur place. Puis, sans fuir, elle a posé calmement son arme sur le sol, a levé les mains et a dit d'une voix ferme « C'était pour toi, Anna ». Tout le monde est resté figé. Aucun mouvement, aucun mot. Personne ne comprenait ce qui venait de se produire. Pourquoi cette femme, sans antécédent, avait-elle tiré au beau milieu d'une audience publique? Comment avait-elle trouvé le courage ou la folie de tuer devant un juge, des policiers et des journalistes? Était-ce une criminelle froide ou bien une victime poussée à bout? Pour comprendre ce geste, il fallait remonter loin, revenir à l'origine, avant le drame, avant les projecteurs, avant que la justice ne devienne vengeance. Pour comprendre Marianne, il fallait connaître Anna. Et pour comprendre Anna, il fallait replonger dans le passé sombre d'une Allemagne encore marquée par la guerre. Marianne n'a jamais été une enfant comme les autres. Elle était née le 3 juin 1950 dans un petit village du nord de l'Allemagne, au sein d'une famille de réfugiés venus de l'Est, de Biélorussie plus précisément. Après la Seconde Guerre mondiale, leur région d'origine avait été annexée par l'Union soviétique et la Pologne. Des milliers de familles ont été expulsées. Les parents de Marianne faisaient partie de ces exilés, arrivés en Allemagne de l'Ouest avec presque rien. Ils ont d'abord vécu dans un camp de réfugiés, dans la misère, en tentant de reconstruire une vie à partir de rien. Mais un détail de leur passé allait hanter la famille. Le père de Marianne avait servi dans une unité spéciale du régime nazi, la SS, et pas n'importe laquelle, une section d'élite chargée de protéger Hitler, et plus tard d'administrer certains camps de concentration. Autrement dit, le père de Marianne avait participé à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Cet homme, brisé, instable, rapportait toute sa colère à la maison. Il buvait, passait ses soirées dans les bars, et lorsqu'il rentrait, c'était pour frapper. Marianne a grandi dans un climat de peur, de cris, de violence et d'humiliation constante. Sa mère, quant à elle, était d'une passivité totale. Elle ne disait rien, ne défendait jamais sa fille. Elle craignait le divorce et plus encore la honte sociale d'être une réfugiée seule dans une Allemagne d'après-guerre. Alors, elle se taisait, toujours, et Marianne, enfant, encaissait tout. Puis, un jour, le couple a fini par divorcer. Un soulagement? Pas vraiment. Quelques semaines à peine après la séparation, la mère de Marianne s'est remise avec un autre homme. Un homme d'apparence différente, mais qui s'est avéré être une copie conforme du précédent. Autoritaire, violent, obsédé par l'apparence, il imposait des règles absurdes. Il obligeait Marianne à l'appeler papa, interdisait qu'elle joue dehors et tenait à ce que tout le voisinage voie en eux une famille parfaite. Mais Marianne, dès l'enfance, était déjà différente. Forte,
têtue, incapable de se soumettre totalement. Et cette résistance, ce refus d'obéir aveuglément, allait lui coûter cher. Marianne n'avait jamais été une fille docile. Elle refusait d'obéir, refusait d'appeler son beau-père papa. Elle le méprisait ouvertement, le provoquait parfois, et cet affront suffisait à déclencher une nouvelle vague de colère et d'humiliation. Les coups, les insultes, les cris, tout ça parce qu'elle refusait de jouer le rôle de la fille parfaite, dans une famille qui ne l'était qu'en apparence. Sa mère, une fois de plus, restait silencieuse. Pour Marianne, c'était la trahison de trop. Et comme souvent chez les adolescentes brisées, elle a cherché ailleurs ce qu'elle ne trouvait plus chez elle. De l'amour, de la tendresse, un peu d'attention. À 15 ans, elle est entrée dans sa première relation. Le garçon s'appelait Herman. Elle ne l'aimait pas, mais il représentait pour elle une porte de sortie, un moyen de se sentir libre, de respirer. Il avait une moto, un peu de charisme, un air cool. Et à cet âge, c'était suffisant. La nuit, Marianne se glissait hors de la maison, juste pour le retrouver. Mais cette liberté, elle allait la payer très cher. Quelques mois plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle n'avait même pas encore 16 ans. Quand sa mère l'a appris, la réaction a été brutale. Elle l'a jetée dehors, sans un mot, sans aide, sans regret. Et Herman, le père de l'enfant, a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Marianne, seule, enceinte et sans abri, a trouvé refuge dans un centre pour jeunes filles enceintes hors mariage. C'était en 1967. Là-bas, elle a donné naissance à une fille. Mais elle n'avait ni toit, ni travail, ni soutien. Alors, le cœur brisé, elle a pris la décision la plus difficile qu'une mère puisse prendre, confier son bébé à l'adoption. 2 ans plus tard, Marianne a cru pouvoir recommencer à zéro. Nouvelle relation, nouveau départ, mais le passé ne la lâchait pas. À 18 ans, elle est retombée enceinte. Cette fois-ci, l'homme avec qui elle était vivait dans la rue. Il n'avait ni emploi, ni avenir. Certains diront même qu'il était toxicomane. Au même moment, Marianne a appris que sa mère et son beau-père étaient partis en voyage. Elle a profité de leur absence, a forcé la porte de leur maison et s'y est installée temporairement, espérant simplement y trouver un peu de calme. Mais le destin, encore une fois, en a décidé autrement. Un ancien voisin, un homme qu'elle connaissait de vue, a commencé à la surveiller. Et un soir, il a fait irruption chez elle, armé, et l'a violée. Malgré la peur et la honte, Marianne a trouvé le courage de signaler le crime. L'homme a été arrêté, jugé et condamné à seulement 2 ans de prison. Et ce fut la phrase du juge qui l'a détruit encore davantage. Il a déclaré que Marianne avait provoqué ce qui lui était arrivé, parce qu'elle était enceinte, hors mariage. Des mots cruels, injustes, qui l'ont marquée à jamais. Et comme si ça ne suffisait pas, l'homme avec qui elle était en couple a disparu à son tour, la laissant seule, enceinte une 2e fois, et rejetée du monde entier. Marianne a donné naissance à un 2e enfant, et une fois encore, elle n'a pas eu le choix. Elle a dû le confier à l'adoption. 2 naissances, 2 abandons forcés, 2 blessures ouvertes. Ces épisodes, aussi douloureux soient-ils, étaient pourtant essentiels à comprendre, car ils expliquaient tout. C'est ici que se dessinait le lien qui allait changer sa vie à jamais, celui qu'elle allait bientôt tisser avec une petite fille nommée Anna. Après avoir donné son 2e enfant, Marianne est tombée dans un vide total. Sa famille l'avait reniée, l'école était loin derrière. Elle a donc décidé de quitter définitivement le foyer et de survivre seule. Elle a trouvé un emploi comme serveuse dans un petit bar populaire de la banlieue de Hambourg. Le lieu s'appelait Bar Tabaz. C'était un endroit modeste, fréquenté par des marginaux, des étudiants perdus, des ouvriers, des gens que la vie avait un peu abîmés. Et pourtant, Marianne s'y sentait à sa place. Elle avait 22 ans, vivait dans une petite chambre juste au-dessus du bar, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Les clients l'aimaient bien. Sociable, belle, mystérieuse. Son regard vert bleu attirait les conversations, et sans même le vouloir, elle est devenue une figure familière du quartier. C'est là qu'elle a rencontré Christian, un homme à l'allure négligée, les cheveux longs, la barbe dense, les vêtements toujours dépareillés. Mais il avait ce quelque chose de différent qui a attiré Marianne. Leur relation a d'abord été chaotique, faite de ruptures, de réconciliations, de promesses floues et d'élans sincères. Jusqu'au jour où Marianne a appris qu'elle était enceinte pour la 3e fois. Mais cette fois-ci, tout était différent. Elle avait un toit, un travail et surtout la conviction d'être prête. Elle avait perdu 2 enfants et cette fois, elle a refusé que l'histoire se répète.
Le 14 novembre 1972, elle a donné naissance à une fille, Anna. Christian, au début, lui a promis de rester à ses côtés, de s'occuper de l'enfant, de construire une famille. Mais comme tant d'autres avant lui, il a disparu dès le premier jour. Quand Christian est parti, Marianne s'est retrouvée seule, face à la vie, avec un bébé dans les bras. Elle était blessée, mais pas brisée. Elle s'est dit que s'il ne voulait pas être père, elle saurait être à la fois mère et père. Elle a pris une décision radicale. Plus jamais elle ne traverserait une autre grossesse. Encore dans la vingtaine, elle s'est faite stériliser. Une décision lourde, irréversible, mais qui disait une chose claire. Pour elle, Anna représentait un nouveau départ. Sa chance de tout reconstruire, sa propre famille à sa manière. Toute sa vie, désormais, tournait autour de cette petite fille. Anna est devenue tout son monde. Mais il y avait un obstacle, l'argent. Le salaire de Marianne suffisait à peine à payer le loyer et la nourriture. Impossible d'engager une nounou, impossible de payer une garderie, et personne dans son entourage pour l'aider. Alors, elle a pris la seule décision possible, emmener Anna avec elle au travail. Et ce travail, c'était le bar. Un lieu bruyant, enfumé, peuplé de clients de tous horizons. Pas un endroit pour élever une enfant. Mais contre toute attente, tout le monde dans le bar s'est attaché à Anna. Les habitués, les serveurs, les clients, tous la traitaient comme leur petite mascotte. Bientôt, on l'a surnommée la fille du bar. Mais cet environnement a forgé sa personnalité bien trop tôt. À force d'observer les adultes, d'entendre leurs rires, leurs disputes, leurs histoires, Anna a développé très jeune une attitude libre, une joie vive, une énergie rayonnante. Elle était comme sa mère, indépendante et pleine de vie. Mais en grandissant, les choses ont changé. Ce qui, à 5 ans, paraissait anodin, devenait, à 7 ans, inquiétant. Anna vivait au milieu des cris, de la musique forte, des clients ivres, du tabac et des verres qui s'entrechoquaient. Marianne, souvent débordée, servait, riait, parlait avec les clients, laissant sa fille aller et venir sans surveillance. Anna, livrée à elle-même, s'habituait à cette liberté. Elle mangeait seule, cuisinait seule et se comportait déjà comme une adulte miniature. Marianne, quant à elle, essayait tant bien que mal de jongler entre ses horaires nocturnes et son rôle de mère. Mais la fatigue et la solitude la rattrapaient toujours. Même pendant ses rares jours de repos, elle restait au bar. Elle buvait avec les clients, riait, discutait et oubliait les heures qui passaient. Elle ne sortait jamais sa fille au parc, ne l'emmenait pas à la fête foraine, ni même à une promenade simple. Le monde d'Anna se limitait au comptoir du bar, au rire des ivrognes et à la fumée stagnante des soirées sans fin. Chaque nuit, vers l'aube, Marianne rentrait avec Anna, épuisée. Mais au lieu de s'occuper d'elle, elle s'effondrait de sommeil. Un sommeil lourd, profond, presque comateux, qui durait toute la journée. Pendant ce temps, Anna, seule, se réveillait le matin. Elle préparait son petit déjeuner, jouait seule, parfois sortait sans prévenir. Elle vivait dans le silence de l'enfance abandonnée. Cette routine a duré des années. Anna n'avait pas 10 ans, mais menait déjà une vie d'adulte. Une enfance volée, sans cadre, sans protection. Et même si parfois Marianne réalisait qu'elle échouait comme mère, le travail, la fatigue et la dépendance à l'alcool l'empêchaient d'agir. Elle se noyait entre la culpabilité et l'impuissance. Et puis un jour, tout a basculé. Le 5 mai 1980, le drame a frappé comme un coup de tonnerre. Ce matin-là, Marianne dormait profondément. Elle venait de finir un long service de nuit. Avant de s'endormir, à l'aube, elle s'était disputée avec Anna. Rien de grave, en apparence, une simple dispute mère-fille. Mais cette querelle révélait un déséquilibre profond. Anna avait 7 ans, et pourtant, Marianne la traitait comme une adolescente. Elle se répondait, se contredisait, comme deux adultes en désaccord. Marianne s'énervait, Anna résistait. Mais une fillette de cet âge ne comprend pas les limites. Elle ne mesure pas la gravité, ne saisit pas la portée des mots. Après la dispute, Marianne, épuisée, est entrée dans sa chambre et s'est endormie d'un sommeil lourd. Un sommeil dont elle n'allait pas se réveiller de sitôt, et pendant lequel le pire allait se produire. Anna devait, comme tous les matins, se réveiller seule, préparer son petit déjeuner, s'habiller et partir à l'école. Une routine qu'elle connaissait par cœur. Mais ce jour-là, tout était différent. Anna s'est levée encore fâchée contre sa mère. Pour la première fois, elle a décidé de désobéir. Par révolte, par chagrin, ou simplement pour qu'on la remarque. Elle a pris son sac, mais elle n'est pas allée à l'école. Elle a décidé d'aller chez une amie, comme pour se réfugier quelque part.
Mais en arrivant chez elle, elle a découvert que son amie était déjà partie en classe. Anna s'est retrouvée seule, sans but, sans adulte, sans personne pour lui dire quoi faire. Alors, elle a erré toute la journée dans les rues de Hambourg. Elle marchait sans direction, tentant juste de passer le temps. On était en 1980. Pas de caméra, pas de téléphone portable, pas de GPS, aucune technologie moderne. Personne ne pouvait savoir où elle était passée, ni ce qu'elle faisait. Tout ce qu'on savait aujourd'hui n'était que des déductions. Anna avait grandi dans un bar, elle était à l'aise avec les adultes, parlait facilement à tout le monde et n'avait peur de rien. Une petite fille vive, confiante, mais naïve. C'est probablement cette nature ouverte qui l'a conduite ce jour-là vers un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Son nom était Klaus Grabowski, 35 ans, boucher, et il habitait seulement à 200 mètres du bar où travaillait Marianne. Il est fort probable qu'il ait déjà vu Anna, peut-être même qu'il lui ait parlé, dans ce quartier où tout le monde se croisait. Ce qu'on suppose, c'est qu'il l'a abordée calmement, lui a proposé de venir chez lui pour voir ses chats, comme le disent les rapports. Mais ce qui s'est passé ensuite dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Klaus Grabowski a abusé de la petite fille. Puis, pour la faire taire, il a serré ses mains autour de son cou jusqu'à ce qu'elle arrête de respirer. Quand il a compris ce qu'il venait de faire, il a placé le corps d'Anna dans un carton, l'a fermé soigneusement et l'a jeté au bord d'un canal comme un déchet. Une enfant de 7 ans, abandonnée dans une boîte en carton. Mais qui était ce monstre ? Klaus Grabowski n'en était pas à son premier crime. Il avait déjà été condamné 2 fois dans les années 70 pour agression sur des fillettes. Il n'était donc pas un inconnu pour la police. Il était fiché, répertorié et pourtant en totale liberté. À cette époque, en Allemagne, le système judiciaire proposait 2 options aux délinquants sexuels. Soit une détention à vie dans un hôpital psychiatrique, soit une procédure appelée castration chimique, présentée comme un traitement médical et non comme une punition. La castration chimique consistait à administrer des médicaments qui réduisaient les hormones mâles dans l'espoir d'éteindre les pulsions sexuelles. Mais son effet n'était que temporaire. Dès que le patient cessait le traitement, les effets disparaissaient. Et c'est exactement ce qu'il a fait. En 1976, 4 ans avant la mort d'Anna, Klaus Grabowski a accepté le traitement chimique pour éviter la prison à vie. Quelques comprimés, quelques mois de suivi, et il a été relâché, libre de retourner vivre parmi les gens. Un homme déjà reconnu coupable d'avoir agressé 2 fillettes, libéré avec pour seule recommandation « tenez-vous à l'écart des enfants ». Une confiance aveugle, une erreur tragique, car 4 ans plus tard, ce même homme, ce même patient, soi-disant soigné, commettait l'irréparable, le meurtre atroce d'une fillette de 7 ans qui n'avait rien demandé à personne. Et tout ça parce qu'un système défaillant avait choisi de croire en la réhabilitation plutôt qu'en la protection. Ce jour-là, c'est Anna qui en a payé le prix. Sa vie, son enfance, son avenir, tout s'est arrêté dans les mains d'un monstre que la justice elle-même avait libéré. Revenons maintenant à ce matin du 5 mai 80. Quand Marianne s'est réveillée, Anna n'était pas là. Au début, elle ne s'est pas inquiétée. Elle pensait simplement que sa fille, comme chaque jour, s'était préparée seule, avait pris son petit déjeuner et était partie à l'école. Alors, Marianne a continué sa journée, normalement. Elle est sortie faire quelques courses, s'est rendue à une séance photo pour un magazine automobile, intéressée par le modèle de sa voiture. Rien d'alarmant, rien d'inhabituel. Jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle le soir venu. Anna n'était toujours pas rentrée. L'inquiétude a commencé à monter. Pas encore la panique. Elle se disait que sa fille devait jouer dehors, qu'elle avait simplement perdu la notion du temps. Elle est descendue dans la rue, a cherché dans les alentours du quartier, interrogé les voisins, les commerçants, les passants, mais personne ne l'avait vue. Les heures ont passé et l'angoisse grandissait. Finalement, Marianne a appelé la police. Elle a signalé officiellement la disparition d'Anna. La recherche a commencé immédiatement, toute la nuit, jusque tard le matin suivant. Mais aucun signe, aucune trace, rien. Marianne, au début, restait persuadée qu'Anna jouait à lui faire peur, qu'elle se cachait chez une amie pour la contrarier, comme une enfant en colère. Mais à mesure que les heures passaient, le doute a laissé place à la peur. Une peur froide, viscérale. Et soudain, on a frappé à sa porte. La police. Avec des nouvelles qu'aucune mère ne devrait entendre. Une femme s'était présentée au commissariat. Elle disait avoir des informations sur Anna. Cette femme, c'était la fiancée de Klaus Grabowski. Elle a raconté que la veille, elle était rentrée chez elle comme d'habitude et avait trouvé son fiancé, Klaus, calme, normal, comme si de rien n'était.
Mais plus tard, dans la soirée, il s'était mis à parler, à se confier et à avouer des choses inimaginables. Klaus lui avait dit, dans les moindres détails, qu'il avait rencontré une fillette, qu'il l'avait agressée et qu'il l'avait tuée. Il lui avait même décrit la scène, les gestes, les lieux. Écœurée, horrifiée, la femme s'est rendue aussitôt à la police pour tout révéler. Et c'est à ce moment-là que les enquêteurs se sont rendus chez Marianne pour lui annoncer la vérité. Quand elle a entendu les mots « Votre fille est morte », Marianne s'est effondrée. Tout en elle s'est brisé. Elle a senti le poids du remords l'écraser. Pendant ces 2 jours, elle croyait qu'Anna faisait un caprice. Elle s'était même agacée contre elle. Et à présent, elle comprenait que le dernier échange qu'elle avait eu avec sa fille, c'était une dispute. Elle s'est remémorée cette matinée. Anna en colère, refusant d'aller à l'école, et elle, trop fatiguée, trop tendue, qui s'était emportée. Et si elle ne s'était pas fâchée? Et si Anna était allée à l'école, comme d'habitude? Elle serait encore en vie, chez elle, dans ses bras. Mais le destin avait été impitoyable. Pourtant, au milieu de ce désespoir, une chose semblait positive. Grâce au témoignage de la fiancée, la police avait un nom, une adresse et surtout un aveu. Dès le lendemain, les agents ont arrêté Klaus Grabowski. Lors de son interrogatoire, il a admis le meurtre et a indiqué à la police l'endroit où il avait abandonné le corps. À seulement quelques rues du bar, dans un carton, au bord d'un canal. Quand les policiers ont ouvert la boîte, ils ont découvert le corps d'Anna, soigneusement enroulé, attaché, comme un objet qu'on jette. Le jour des funérailles a été déchirant. Tous les employés du bar étaient là, ainsi que les habitués, les voisins et même des inconnus. Mais Marianne a refusé une cérémonie classique. Pas de prêtre, pas de prière, ce n'était pas son monde. Elle voulait une dernière fête pour sa fille. Elle a fait jouer, à plein volume, la chanson du groupe Pink Floyd. Les gens ont formé un cercle autour du cercueil et la musique a résonné dans l'air humide du cimetière. C'était sa manière de lui dire adieu. Pendant ce temps, Klaus Grabowski était interrogé. Et ce qu'il a raconté ensuite était encore plus révoltant. Il a reconnu avoir tué Anna, mais il a nié avoir abusé d'elle. Pire encore, il a osé inventer une version monstrueuse. Il a prétendu que c'était Anna, la fillette de 7 ans, qui avait tenté de le séduire. Selon lui, elle aurait essayé de le provoquer, et lorsqu'il aurait refusé, elle l'aurait menacé de le dénoncer à sa mère. Il a même affirmé qu'elle voulait de l'argent, et que paniqué, il l'aurait éliminée pour protéger sa réputation. Des mensonges ignobles, sortis de la bouche d'un monstre. Comment pouvait-on imaginer qu'une enfant de 7 ans soit capable de faire une chose pareille? De séduction, de provocation, de menace, de chantage. C'était absurde, honteux et profondément inhumain. Et pendant qu'il racontait tout ça, Marianne était là, assise, silencieuse, forcée d'écouter cet homme salir la mémoire de sa fille. Ce fut insupportable. Les mots de Klaus l'ont transpercée, parce qu'il réveillait un souvenir qu'elle portait encore en elle, le jour où à 18 ans, elle aussi avait été agressée, et où son agresseur avait dit devant le juge qu'elle l'avait cherché. La même phrase, le même mépris, la même injustice. Mais cette fois, ce n'était plus elle qu'on accusait, c'était sa fille. Et Marianne a alors compris qu'elle ne supporterait plus jamais d'entendre un homme justifier la mort d'une enfant. Après l'horreur, après les aveux, Marianne a cessé de croire en la justice. Comment faire confiance à un système qui avait déjà laissé Klaus Grabowski retourner dans la rue après avoir agressé 2 fillettes avant Anna? Et pourtant, elle a décidé de lui laisser une dernière chance. Elle voulait voir de ses propres yeux si ce qu'on appelait la justice pouvait vraiment exister. En mars 1981, le procès de Klaus Grabowski s'est ouvert à Lübeck. Dès les premiers jours, le ton a été abject. L'avocat de la défense a cherché à salir la mémoire d'Anna et à humilier sa mère. Il a parlé de leur vie, de leur pauvreté, du métier de Marianne dans le bar, comme si ça justifiait tout. Une mère absente, une fille livrée à elle-même. Voilà comment ils peignaient la victime. Ils insinuaient même que tout ça était en quelque sorte la faute de Marianne. Ils sont allés jusqu'à évoquer ses horaires nocturnes, comme si le fait de travailler tard faisait d'elle une mauvaise mère. Et pendant qu'ils parlaient, ils tentaient de présenter Klaus comme une victime, un homme perturbé, déséquilibré par les effets de son castrage chimique. Selon eux, le médicament aurait désorganisé son équilibre hormonal, lui faisant perdre la raison. Une excuse médicale pour l'innommable. Marianne, assise au fond de la salle, écoutait tout. Chaque mot, chaque mensonge, chaque insulte. Le 2e jour, elle ne supportait déjà plus. Mais le pire est arrivé le 3e jour du procès, le 6 mars 1981.
Klaus est entré dans la salle par la porte latérale, escorté par 2 gardiens. Il s'est assis calmement, comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, Marianne a fait son entrée. Elle portait son manteau gris habituel. Elle a marché lentement, les yeux fixés sur l'homme qui avait détruit sa vie. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de lui. Ses mains tremblaient, son visage était vide, comme anesthésié. Et soudain, sans un mot, elle a sorti un pistolet de son sac. 6 détonations ont éclaté au milieu du tribunal. Klaus Grabowski s'est effondré sur la table avant de glisser au sol. Mort sur le coup. Un silence assourdissant est tombé sur la salle. Puis, dans le calme absolu, Marianne a déposé l'arme au sol, a levé les mains et a dit d'une voix tremblante « C'était pour toi, Anna ». Elle n'a pas cherché à fuir. Elle est restée immobile, attendant que les policiers s'approchent. Ils l'ont menottée et elle les a suivis sans résister. À cette époque, il n'y avait pas encore de portique de sécurité ni de fouilles systématiques à l'entrée des tribunaux. Elle avait pu introduire l'arme sans être détectée. Lors de l'enquête, elle a expliqué avoir obtenu le pistolet d'un homme qu'elle connaissait au bar, refusant toujours de révéler son nom. Elle a assuré qu'elle l'avait acheté pour se protéger, pas pour tuer. Mais en entendant Klaus mentir, salir la mémoire d'Anna et sentir la salle se mettre à compatir avec lui, quelque chose en elle avait explosé. Elle a prononcé ces mots. La justice n'allait pas le punir, alors j'ai décidé de le faire moi-même. La police, bien sûr, n'a pas cru à un acte impulsif. Ils ont vu dans son geste une exécution froide, calculée. Elle a donc été inculpée pour meurtre avec préméditation. Mais dehors, l'opinion publique, elle, la soutenait massivement. Son acte a secoué toute l'Allemagne. Des milliers de personnes ont écrit à Marianne, lui envoyant des fleurs, des lettres, des dons, l'appelant la mère vengeresse ou la mère courage. Pour la loi, elle restait une criminelle, mais pour le peuple, elle était une héroïne. 1 an plus tard, le verdict est tombé. Le tribunal, sous une pression immense, a écarté la qualification de meurtre prémédité. Marianne a été condamnée pour homicide involontaire et possession illégale d'armes à feu. La peine a été de 6 ans de prison. Elle a été libérée après 3 ans, pour bonne conduite. À sa sortie, tout avait changé. Les médias, fascinés par son histoire, ont commencé à fouiller son passé. Ils ont découvert qu'elle avait eu 2 enfants adolescentes, abandonnés à l'adoption. Et pire encore, que son père avait été un soldat nazi. En quelques jours, l'icône populaire est devenue une femme controversée. Les journaux qui l'avaient glorifiée ont commencé à la détruire. Mais Marianne est restée droite. Elle continuait à dire qu'elle ne regrettait rien et qu'elle avait fait ce qu'une mère ferait. Elle s'est ensuite mariée à un enseignant allemand, puis elle s'est installée avec lui au Nigeria. Après leur séparation, elle est partie vivre en Sicile. Mais le destin lui réservait un dernier combat. À 46 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Elle a donc décidé de retourner dans sa ville natale de Lübeck pour mourir près de sa fille. Le 17 septembre 1996, Marianne s'est éteinte paisiblement, enterrée juste à côté d'Anna. Jusqu'à son dernier souffle, elle n'a jamais regretté son geste. Même lorsque toute l'Allemagne s'est retournée contre elle. Elle répétait encore et encore « Je n'ai pas tué par haine, j'ai tué par amour ». Et ironiquement, Klaus Grabowski, celui qu'elle avait abattu en plein tribunal, était mort avant même d'être condamné. Légalement, il est donc mort innocent. Mais dans le cœur de millions de personnes, c'est Marianne et elle seule qui a rendu le seul verdict juste. Cette histoire est affreusement triste. On n'a pas trop l'habitude de parler de crimes sur la chaîne, mais on aimerait le faire de plus en plus. On sait que ça vous plaît aussi. Et cette histoire était vraiment bouleversante et elle méritait d'être partagée. Elle nous a vraiment fait froid dans le dos. J'espère que cette petite repose en paix. Qu'est-ce que vous pensez du geste de sa mère ? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Je pense que malheureusement, parfois, la justice est tellement mal faite, et surtout les lois, qui sont tellement mal faites, que les gens en viennent à vouloir faire justice eux-mêmes. C'est vraiment tragique. Faites pause à la vidéo, et dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Et à présent, passons à une deuxième histoire, complètement différente, cette fois-ci, plutôt dans le paranormal. Je vous avais prévenu, pour ce dernier épisode, vous allez être gâtés et vous en aurez pour tous les goûts. Et maintenant, c'est parti pour la deuxième et dernière histoire de cette semaine du frisson. Mon histoire est étrange. Ce que vous allez entendre ce soir s'est déroulé il y a environ 1 an. Et croyez-moi, même aujourd'hui, je ressens encore ses effets à l'intérieur de moi. Écoutez bien. Je m'appelle Nouf, j'ai 28 ans. Comme beaucoup de filles de mon âge, j'ai terminé mes études universitaires,
mais je n'ai jamais trouvé de travail. J'ai donc fini par rester à la maison. Grâce au Créateur, mon père était un homme bon, généreux, d'un cœur immense. Je vivais avec lui et ma mère, juste nous trois. Je suis leur unique fille, leur trésor, leur raison de vivre. Et parce qu'il n'avait que moi, mon père ne me refusait jamais rien. Il me disait souvent que si ce n'était pas un poste exceptionnel, je n'avais pas besoin de travailler. Il voulait que je sois bien et que je profite. Et pour me le prouver, il m'avait même promis un salaire mensuel de 3000 rials saoudiens, juste pour que je puisse vivre confortablement sans me soucier de rien. C'était vraiment le plus grand cœur que j'ai connu sur cette terre. Mais malgré tout, je voyais bien, dans ses yeux comme dans ceux de ma mère, une seule et même question silencieuse. Quand vas-tu te marier ? Quand est-ce que le bon viendra te chercher pour t'emmener vers ta propre maison ? Je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours été une fille très réservée. Je ne sortais presque jamais. Je n'aimais pas les fêtes, ni les mariages, ni les rassemblements. J'avais perdu contact avec toutes mes amies de l'université. Je m'étais renfermée sur moi-même et je m'étais créé un petit monde bien à moi. Ma chambre était devenue mon refuge. Je pouvais y passer des journées entières, sans sortir. Je regardais des films, je faisais des montages, je créais des designs. Je vivais littéralement devant mon écran. Et puis un jour, tout a commencé. C'était une simple discussion sur Internet, avec une femme que j'avais rencontrée sur un forum. Elle venait d'un autre pays arabe. Au début, c'était banal, on parlait de tout et de rien. Mais très vite, j'ai remarqué qu'elle tenait un discours étrange. Elle parlait du destin, du mariage, du partenaire écrit pour toi. Elle racontait les histoires des gens, disait voir leur avenir et sentir leurs énergies. Je me souviens m'être dit qu'on aurait dit une voyante ou peut-être même une sorte de prêtresse. Mais j'étais curieuse et quelque part, ça m'amusait. Je l'écoutais parler de signes, d'étoiles, d'astres, de compatibilité. C'était divertissant, rien de plus. Jusqu'au jour où elle m'a dit quelque chose qui m'a troublée. Elle m'a affirmé que j'allais bientôt me marier. Mais à une condition. Je devais avoir la certitude absolue qu'un homme m'aimait déjà quelque part dans ce monde. Il me cherchait, il me ressentait, il m'attendait. J'avais ri. C'était absurde. Comment un homme pouvait m'aimer sans même me connaître ? Je l'avais laissé parler, juste pour la forme. Mais au fond de moi, j'avais trouvé ça ridicule. Et pourtant, cette dernière conversation avec elle a marqué le début de quelque chose d'étrange. Cette nuit-là, vers 1h du matin, j'étais dans ma chambre. J'avais éteint l'ordinateur, prête à dormir. Je me suis allongée, j'ai fermé les yeux. Et là, tout a basculé. J'ai commencé à rêver. Mais ce n'était pas un rêve comme les autres. C'était sombre, précis, presque réel. Je me voyais conduire une voiture sur un chemin de terre, isolé, sinueux. Un endroit qui ressemblait à une petite ville ou un village désert, plongé dans le noir. Le plus étrange, c'est que je ne sais même pas conduire dans la vraie vie. Je n'ai jamais pris le volant, jamais appris. Et pourtant, dans ce rêve, mes mains tenaient fermement le volant. Je roulais vite, sans savoir où j'allais. Il n'y avait ni lumière, ni panneau, ni bruit. Juste le vent, la poussière et ce sentiment d'être perdu. Mais bizarrement, au fond de moi, je me sentais bien. C'était comme une liberté étrange, mêlée d'un vertige intérieur. Je me suis réveillée en sursaut, tremblante, et ce rêve s'est répété, la nuit suivante, puis celle d'après. Pendant 5 nuits d'affilée, j'ai vu la même scène, le même village, la même route, la même voiture, toujours cette sensation de plaisir mêlée à la peur. Puis est venue la 6e nuit. Cette fois-ci, je me suis réveillée à 3h30 du matin. J'avais le cœur qui battait fort, les mains moites. Ma chambre était plongée dans l'obscurité. J'ai toujours aimé dormir sans lumière. Mais quand mes yeux se sont habitués à la pénombre, j'ai cru distinguer une ombre, une silhouette floue, juste derrière la porte. Je suis restée figée, impossible de bouger. Mon souffle s'est coupé. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai allumé la lampe et j'ai pointé le faisceau vers la porte. Rien, le vide. Je me suis levée, j'ai allumé la lumière du plafond. Silence, tout semblait normal. Mais quand j'ai approché la porte, un frisson m'a traversée. Le sol, juste à cet endroit, était mouillé, comme si quelqu'un avait renversé un verre d'eau juste là, à l'endroit précis où j'avais vu l'ombre. J'ai reculé lentement, le cœur serré. Et dans ma tête, une seule phrase tournait en boucle. Ce n'était pas un rêve cette fois-ci. Pourquoi cet endroit précisément ? Pourquoi cette trace d'eau alors que tout le reste de la pièce était sec ? J'ai d'abord pensé qu'on avait peut-être renversé quelque chose, ou que de la condensation venait du salon. Mais non, la tache était circulaire, isolée, juste là, comme si quelqu'un avait délibérément versé de l'eau à cet endroit précis.
Je me suis accroupie, la lampe du téléphone à la main. Et c'est là que je l'ai vu. Derrière la porte, dans l'ombre, il y avait un anneau. Un petit anneau en métal, sombre. Je l'ai pris entre mes doigts, mon cœur s'est figé. C'était une bague d'homme, large, lourde, froide. Mais d'où pouvait-elle venir? J'étais certaine que j'avais nettoyé ma chambre la veille, et il n'y avait rien au sol, absolument rien. Je restais là, à la regarder, à la tourner dans ma main. Ce n'était pas un bijou à moi, ni à ma mère, ni à mon père. Alors comment c'était possible? J'ai décidé de leur en parler. Le lendemain matin, j'ai montré la bague à mes parents. Ils ont échangé un regard inquiet, puis ils ont juré ne rien savoir. J'essayais de me raisonner. Peut-être qu'elle était tombée d'un sac de course, peut-être qu'elle était restée coincée dans un meuble. Je ne voulais pas me faire peur, mais au fond de moi, quelque chose me dérangeait. Les jours passaient, et cette bague me hantait. Je la gardais dans le tiroir de ma table de nuit. Je la regardais de temps en temps, sans trop savoir pourquoi. Un soir, ma mère est venue dans ma chambre. Elle avait l'air contrariée. Elle m'a dit de bien l'écouter. Elle n'aimait pas cette histoire. Elle m'a conseillé de me débarrasser de cette bague. Elle avait un mauvais pressentiment. Je l'ai regardée, hésitante. Je lui ai demandé pourquoi je devais la jeter. Elle m'a dit que rien de bon ne venait d'un objet trouvé comme ça, par hasard. Je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai simplement avoué, d'une voix un peu tremblante, que je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Depuis que j'avais trouvé cette bague et que je l'avais posée dans mon tiroir, je ne faisais plus le rêve en question. Celui que je faisais tout le temps, où je conduisais dans cette route sombre. Il avait complètement disparu. Ma mère a blêmi. Elle m'a dit d'arrêter de lui faire peur, de jeter cette bague le soir même. Je ne voulais pas la contrarier, alors j'ai accepté. Je lui ai dit que j'allais la jeter. Et ce soir-là, poussée par sa peur, j'ai pris la bague. Je suis sortie discrètement jusqu'à l'arrière de la maison. Derrière, il y avait une grande parcelle de terrain vide, à moitié abandonnée. J'ai lancé la bague aussi loin que j'ai pu, et je suis rentrée. Je me sentais soulagée. J'ai dit à ma mère que c'était terminé, qu'elle pouvait être tranquille. Mais cette nuit-là, tout a recommencé. Le même rêve, la même route poussiéreuse, le même village plongé dans l'obscurité. Sauf que cette fois-ci, je n'étais pas seule. Dans le rétroviseur intérieur, j'ai aperçu une silhouette assise sur la banquette arrière. Un homme, ou plutôt son ombre. Un corps sans visage, entièrement noir, comme une tache. Et le plus terrifiant, c'est que je n'avais pas peur. Au contraire, dans le rêve, je me sentais étrangement bien, paisible. Il me parlait, sa voix était grave, lointaine, résonnante. Il me disait qu'il m'aimait, qu'il me connaissait depuis longtemps, qu'il m'observait, qu'il m'attendait. Puis, il a prononcé un nom, celui de la femme que j'avais rencontrée sur Internet, celle qui m'avait dit de croire qu'un homme quelque part, m'aimait déjà. Il a répété exactement ces mots, et même les détails de nos conversations. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur prêt à exploser. Je tremblais, mais j'étais seule. Enfin, je croyais l'être, parce qu'en réalité, cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible, comme une présence allongée à côté de moi. Le matelas semblait s'enfoncer légèrement, comme si quelqu'un respirait à mes côtés. J'ai bondi hors du lit, paniquée. J'ai couru dans le salon, où ma mère lisait encore. Je lui ai tout raconté. Son visage s'est vidé de toute couleur. Elle essayait de se montrer forte, mais ses mains tremblaient. Et plus tard dans la soirée, après la prière, elle a demandé à mon père de nous accompagner quelque part. Nous avons roulé en silence. Je ne savais pas où on allait. Jusqu'à ce qu'on s'arrête devant une grande maison claire, connue dans la ville. Une maison de Raki, un guérisseur spirituel. On m'a fait asseoir. Il a écouté toute l'histoire, le rêve, la bague, l'homme dans l'ombre, la sensation dans le lit. Puis il a commencé à réciter le Coran sur moi. Sa voix résonnait, grave, l'encens brûlait, emplissant la pièce d'une odeur lourde et amère. Mon cœur battait à tout rompre. Puis il s'est arrêté, m'a observé quelques secondes, et j'ai compris à son regard qu'il était sûr de lui. Il m'a expliqué que je n'avais rien de surnaturel. D'après lui, tout venait simplement de mon esprit. Il disait que mon imagination était trop vive, que mon cerveau mélangeait les scènes et les émotions de mes journées pour me les rejouer la nuit, comme des fragments de films. Il m'a conseillé de me couper un temps des écrans, des séries et des histoires sombres, que tout irait mieux si je laissais mon esprit se reposer. En sortant de chez lui, ma mère semblait soulagée, presque euphorique. Et moi aussi, je dois l'admettre, j'étais plus calme, j'avais envie d'y croire. Mais au fond de moi, quelque chose résistait. J'étais d'accord avec tout ce qu'il avait dit.
sauf un point, cette sensation, celle que je ressentais la nuit, dans mon lit, comme si quelqu'un respirait près de moi, comme si une présence invisible partageait le même espace, la même chaleur. C'était impossible à expliquer, mais je le sentais. Et ça, aucune théorie psychologique n'aurait pu l'effacer. Les jours ont passé, 2 semaines entières sans rien d'étrange. Aucun rêve, aucun bruit, aucune ombre. Ma vie redevenait normale, et j'avais presque fini par oublier tout ça. Je dormais bien, je riais à nouveau. Tout semblait enfin apaisé. Mais la 3e semaine, quelque chose d'inattendu est arrivé. Mon père est rentré du travail avec un sourire inhabituel. Il paraissait heureux, presque ému. Ce jour-là, il avait reçu au bureau la visite d'une famille. Des gens respectables, connus en ville. Ils étaient venus pour une raison précise, demander ma main. Je me souviens du ton de sa voix quand il nous a annoncé la nouvelle. Ma mère était aux anges. Elle répétait que c'était peut-être enfin le bon, celui qu'elle attendait depuis toujours pour moi. Mon père, lui, gardait son calme. Il voulait d'abord que je le rencontre avant de donner une réponse. Sous l'insistance de ma mère, il a finalement accepté d'organiser la rencontre. Le jeune homme viendrait le lendemain, accompagné de son père et de son oncle. Le soir venu, j'étais nerveuse. Je me suis préparée simplement, un peu de parfum, un léger maquillage. Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir et les voix dans le salon, mon cœur s'est mis à battre fort. Mon père m'a appelée et j'ai quitté ma chambre. L'atmosphère dans le salon était calme, presque solennelle. Le jeune homme était là, assis face à mon père. Il paraissait poli, réservé, avec ce genre de regard doux qui met en confiance. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, une impression de déjà-vu, comme si je le connaissais sans l'avoir jamais vu avant. Mon père s'est levé pour aller chercher à boire, nous laissant seuls un instant. Le silence pesait, mais il n'était pas gênant. Il m'a posé des questions simples, me parlait de la vie, du quotidien. Son ton était calme, rassurant. Et pourtant, il y avait, dans sa façon de me regarder, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Une familiarité troublante, comme s'il savait déjà qui j'étais, comme s'il me connaissait d'avant. Je me rappelle avoir eu la gorge sèche, un peu de mal à respirer. Je sentais un mélange étrange, curiosité, malaise et au fond, une forme de paix. Après un moment, il s'est levé brusquement, disant qu'il devait partir. Je n'ai pas compris. Mon père n'était même pas encore revenu. Il est sorti du salon, sans attendre, me laissant seule. Je suis restée figée, incapable de bouger. Tout s'était passé trop vite. Quelques minutes plus tard, mon père est revenu, le plateau de jus à la main. Son visage s'est figé en voyant le fauteuil vide. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Ma mère est arrivée à son tour, paniquée à l'idée que quelque chose est mal tourné. Je lui ai simplement dit que tout s'était bien passé, mais que le jeune homme avait préféré partir en me laissant une phrase étrange. Il m'avait dit de prendre le temps d'écouter mon cœur, de réfléchir, et que si je ressentais vraiment quelque chose, je devrais en parler à mes parents. Il a ajouté qu'il reviendrait bientôt. Sur le moment, je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Quand le jeune homme est parti, l'atmosphère du salon a brusquement changé. Mon père paraissait confus, ma mère nerveuse, et moi, je ne comprenais rien. Ils ont quitté le salon, me laissant seule. Je me suis levée lentement, encore troublée par cette visite étrange, prête à retourner dans ma chambre. Mais quelque chose a attiré mon attention. Sur le canapé, à l'endroit exact où le jeune homme était assis, quelque chose brillait sous la lumière. Je me suis approchée, le cœur battant. Sur le tissu reposait un anneau. Je l'ai pris entre mes doigts. Froid, lourd, métallique. Et là, j'ai senti mon sang se glacer. Je connaissais cet anneau. C'était le même, celui que j'avais retrouvé quelques semaines plus tôt dans ma chambre. Le même que j'avais jeté derrière la maison dans ce terrain vague. Le même sans la moindre différence. Ce n'était pas possible. Je l'avais vu disparaître de mes mains. J'ai levé les yeux vers le salon vide et une grande peur m'a envahi. Ce n'était plus une coïncidence. Ce n'était plus un hasard. Quelque chose liait cet homme à tout ce que j'avais vécu, à mes rêves, à ce que j'avais senti dans ma chambre, dans mon lit. Je suis sortie précipitamment, traversant la cour pour atteindre l'arrière de la maison. Le terrain vague s'étendait sous le soleil brûlant. Je me suis mise à fouiller, à scruter chaque centimètre de terre. Rien, pas la moindre trace de la bague que j'avais lancée ici. J'ai cherché plus d'1 heure, creusé, retourné la poussière, en vain. Quand je suis rentrée, mes mains tremblaient encore. J'ai croisé le regard inquiet de mon père. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Je voyais bien qu'il essayait de rationaliser, de me calmer,
d'expliquer que tout ça n'était qu'une suite de hasards. Mais il ne savait pas. Il n'avait pas vu l'anneau. Il n'avait pas ressenti ce que moi j'avais ressenti. Je me suis efforcée de garder mon calme, mais au fond, quelque chose en moi savait. Cette histoire n'était pas terminée. Le lendemain matin, mon père a décidé d'aller vérifier par lui-même. Il avait appris que le jeune homme travaillait à la Société nationale des eaux. Il voulait en savoir plus sur lui, sur sa famille, sur ce qu'il cachait peut-être. Je l'ai supplié de m'emmener avec lui. Je ne voulais pas rester seule à la maison. Alors, tôt le matin, on est partis ensemble. Je me souviens du trajet. Le ciel était gris, couvert, l'air lourd. Mon père conduisait en silence. J'observais les rues défiler, une boule au ventre. Chaque carrefour, chaque feu rouge semblait durer une éternité. En arrivant devant le bâtiment, il a garé la voiture sur le parking. L'endroit paraissait calme, administratif, banal. Mais quelque chose dans l'air me mettait mal à l'aise. Il m'a demandé d'attendre dans la voiture. Il disait qu'il en aurait pour quelques minutes. Je suis restée seule, les yeux fixés sur la porte du bâtiment. Mon cœur battait fort, sans raison apparente. Je n'arrivais pas à me détendre. Tout était trop silencieux, trop lent. Je n'avais qu'une pensée en tête. Et si cet homme n'existait pas vraiment? Et si, derrière ce visage calme et ce ton rassurant, il y avait autre chose, quelque chose d'ancien, quelque chose d'invisible? Mon père est entré dans le bâtiment de la Société des eaux. Il s'avança vers un employé, assis à un comptoir sur le côté, et l'a interpellé poliment. L'homme a levé la tête, pensant d'abord qu'il venait régler une facture ou signaler un souci technique. Mais non, mon père n'était pas là pour ça. Il était venu chercher des réponses. Il a expliqué qu'il cherchait un de leurs employés, un homme nommé Saïf. À la simple mention du nom, le regard de l'employé a changé. Il est resté silencieux un instant, comme s'il hésitait à répondre. Puis, il a fini par soupirer et dire que oui, il connaissait bien cet homme. Selon lui, Saïf avait été l'un des meilleurs employés du service, un collègue apprécié de tous, respecté, calme et souriant. Mais ça faisait près d'1 an qu'il ne venait plus travailler. Il avait demandé un congé prolongé, d'abord 6 mois, puis une année complète, sans salaire. Les raisons, disait-il, étaient tragiques. Tout avait commencé un peu plus tôt, lorsqu'un incendie avait ravagé la maison familiale de Saïf dans son village natal, à 60 kilomètres d'ici. Le feu avait emporté sa mère, son père et ses 2 sœurs. Depuis ce jour, Saïf n'avait plus jamais été le même. Il s'était effondré. Il avait passé des semaines entières sur les lieux, à pleurer devant les ruines calcinées de sa maison, refusant de quitter le village. L'administration, par compassion, lui avait accordé une première période d'absence, mais il n'était jamais revenu. Et lorsqu'il avait refait surface, bien plus tard, il paraissait méconnaissable, amaigri, les traits tirés, le regard vide. Peu après, il avait demandé un nouveau congé, sans salaire cette fois-ci, et s'était à nouveau retiré dans ce même village pour ne plus jamais en sortir. L'employé a expliqué que plus personne ne le voyait depuis. Il vivait isolé, enfermé dans la maison brûlée, presque comme s'il refusait de laisser partir ceux qu'il avait perdus. Certains disaient qu'il passait des nuits entières assis devant les ruines, à murmurer des choses dans le vide. D'autres affirmaient l'avoir vu parler seul, comme s'il s'adressait à quelqu'un qu'eux ne voyaient pas. Quand mon père a entendu ça, il a senti un froid glacial le traverser. L'homme qu'il avait reçu la veille chez lui, celui qui s'était présenté comme le prétendant de sa fille, ne pouvait pas être le même Saïf. C'était pas possible. L'employé, inquiet, a fini par lui transmettre discrètement l'adresse du village. Un petit point perdu sur la carte, un endroit reculé au milieu du désert. Il a précisé que tout le monde là-bas connaissait la maison de Saïf, celle qui avait brûlé. Mon père a quitté le bâtiment, encore sous le choc. Lorsqu'il est monté dans la voiture, il avait le visage fermé, les traits tirés. Il m'a simplement raconté ce qu'il avait appris. Sa voix tremblait légèrement. Je sentais que quelque chose n'allait pas. L'histoire n'avait plus aucun sens. Comment cet homme, supposément retiré depuis 1 an, pouvait-il s'être tenu la veille dans notre salon? Et comment avait-il pu parler avec moi, me regarder et me laisser cet anneau? Et pourquoi cet anneau était-il le même que celui que j'avais trouvé quelque temps plus tôt dans ma chambre? Sur le trajet du retour, mon père gardait le silence. Ses mains serraient le volant, son regard fixé droit devant lui. Avant d'arriver à la maison, il m'a avoué qu'il voulait se rendre lui-même dans ce village. Il voulait comprendre, il voulait voir cette maison. Il voulait, s'il en avait la chance, rencontrer Saïf en personne. J'ai accepté, sans réfléchir. Moi aussi, je voulais des réponses. Je regardais mon père, le cœur battant, et je lui ai proposé qu'on y aille ensemble.
Plutôt que de rentrer à la maison et inquiéter ma mère avec toute cette histoire, pourquoi ne pas aller directement dans ce village et découvrir la vérité par nous-mêmes? Il hésitait encore, mais j'ai insisté. Je voulais être là, je voulais comprendre. Finalement, il a accepté. Après le repas, on a fait croire à ma mère qu'on allait au marché. Puis, on a pris la route, direction le nord. 1 heure plus tard, la ville avait disparu derrière nous. Les immeubles laissaient place aux collines et aux plaines désertes. Le ciel s'assombrissait à mesure qu'on roulait. La route goudronnée s'était transformée en un long chemin de terre, sec et poussiéreux. Devant nous, un petit panneau indiquait le nom du village. C'était un endroit isolé, silencieux, presque effacé du monde. À notre arrivée, un homme se tenait au bord du chemin. Il observait notre voiture avec méfiance, l'air fatigué, couvert de poussière. Mon père est sorti pour lui demander son chemin. L'homme paraissait nerveux, sur la défensive. Mais en entendant le nom de Saïf, son visage a changé. Il a détourné le regard, comme s'il regrettait déjà d'avoir entendu ce nom. Il a fini par nous expliquer que tout le monde dans le village connaissait Saïf, mais que depuis la mort de sa famille dans l'incendie, il n'était plus le même. On disait qu'il passait ses nuits à hurler, à pleurer seul dans la maison brûlée, incapable d'accepter leur disparition. Les habitants entendaient sa voix résonner jusqu'au milieu de la nuit. Certains disaient même qu'il parlait à des ombres. L'homme a conseillé à mon père de faire demi-tour. Il lui a dit que Saïf n'était plus un homme comme les autres, que personne ne devait entrer chez lui, et que même ses proches évitaient sa maison depuis le drame. Mais mon père voulait voir de ses propres yeux. Il a insisté, et l'homme, après un long silence, lui a indiqué le chemin, tout en répétant qu'il ne nous avait jamais vus. On a continué. Le chemin menait vers une colline, puis descendait lentement vers une zone plus sombre, presque vide. Au bout du sentier, on distinguait une maison isolée. Ses murs étaient noircis, brûlés, comme rongés par les flammes. La toiture s'était effondrée d'un côté. Autour, le silence était pesant. Mon père s'est approché du portail et a frappé plusieurs fois. Aucune réponse. Puis, une voix rauque a surgi de l'intérieur, déformée, cassée, presque animale. C'était bien la voix d'un homme, mais elle semblait venir de très loin. Mon père s'est présenté, a expliqué qui il était et pourquoi il était venu. Mais la voix s'est faite agressive. Elle répétait les mêmes mots, sans arrêt, comme une menace. « Laissez-moi tranquille. Partez. Partez d'ici. » Mon père a insisté. Il a continué à frapper, à appeler. Mais rien. Juste des cris. Puis plus rien du tout. Un silence total. Mon père a fini par abandonner. Il m'a dit que les villageois avaient raison. Cet homme n'était plus stable. Il fallait partir. La nuit allait tomber. On a repris la voiture, décidé à quitter la région avant l'obscurité. Mais à peine avions-nous parcouru quelques mètres que j'ai aperçu une silhouette au loin, sur le bord du chemin. C'était le même homme que tout à l'heure, celui qui nous avait accueillis à l'entrée du village. Il nous a fait signe de ralentir et s'est approché de la voiture. Son visage paraissait inquiet, ses yeux fuyants. Il nous a demandé si on avait réussi à le voir. Mon père a répondu qu'il n'avait pas ouvert la porte. L'homme a poussé un soupir de soulagement, comme si c'était une bonne nouvelle. Il nous a supplié de ne pas reprendre la route de nuit. Il disait que le chemin était trop dangereux, trop étroit, trop isolé. Il voulait qu'on dorme chez lui pour repartir au lever du jour. Mais mon père a refusé poliment. Il voulait rentrer, coûte que coûte. La distance n'était que de 60 kilomètres, mais sur ce terrain, de nuit, c'était risqué. On a repris la route malgré tout. La nuit était complètement tombée. Le silence du désert nous enveloppait, seulement brisé par le bruit du vent et le craquement des cailloux sous les pneus. Mon père roulait lentement, concentré, les phares éclairant à peine quelques mètres devant nous. Tout autour, il n'y avait rien, rien que l'obscurité. Je regardais la route défiler, perdu dans mes pensées. Tout se mélangeait dans ma tête. Cet homme, cette maison, le refus d'ouvrir la porte, l'histoire du feu, le mystère de la bague. Pourquoi était-il venu me demander en mariage? Pourquoi moi? Et surtout, pourquoi avais-je retrouvé cette même bague dans notre maison? Chaque détail me hantait. Rien n'avait de sens. C'est alors que quelque chose d'inattendu est arrivé. Mon père a ralenti brusquement la voiture et s'est garé sur le côté. Il avait pâli. Son souffle devenait court. Il s'agrippait la poitrine, le visage crispé. J'ai immédiatement compris. Il avait oublié ses médicaments. Son traitement pour le diabète. Il l'avait laissé à la maison. La panique est montée. Il respirait difficilement, se plaignait d'un mal de tête insupportable. Ses mains tremblaient. Je tentais de le calmer, de trouver une solution. Il m'a assuré que ce n'était rien, mais je voyais bien qu'il peinait à rester assis.
La nuit était tombée. On était seuls sur cette route poussiéreuse, au milieu de nulle part. Mon père m'a dit qu'il devait s'allonger, que le sang ne circulait plus bien. Il s'est glissé sur la banquette arrière, essayant de reprendre son souffle. Puis, il m'a demandé de passer à l'avant. Je n'ai pas compris tout de suite, mais il voulait que je conduise. Je ne savais pas conduire. Et pourtant, il insistait, m'expliquant comment démarrer, comment freiner, comment tenir le volant. Ses mots me guidaient, ses gestes tremblants m'indiquaient les pédales. J'ai tourné la clé. Le moteur a vrombit dans le silence de la nuit. La voiture a avancé lentement, très lentement. J'avais les mains moites, la gorge sèche, la peur au ventre. Mais j'y arrivais. Chaque mètre parcouru semblait me rapprocher d'un souvenir. Un souvenir ancien, un rêve. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Cette scène, je l'avais déjà vécue. Je l'avais rêvée. Je revoyais tout. La route faite de terre, le noir, la sensation d'être perdu, les phares qui balayent le vide. C'était exactement le même rêve, le même endroit, les mêmes mouvements, la même voiture. Sauf que cette fois, ce n'était pas un rêve, c'était réel. Je roulais à travers cette obscurité qui semblait sans fin, avec mon père allongé à l'arrière, sa respiration faible, et dans ma tête, cette impression de déjà-vu terrifiante. Je n'avais qu'une pensée, atteindre la route principale, trouver de l'aide. Après de longues minutes, j'ai aperçu au loin des lumières clignotantes, des gyrophares bleus, une patrouille de police. Je me suis arrêtée au bord de la route, en pleurs. Les agents sont venus, ont vu l'état de mon père et ont immédiatement appelé une ambulance. Ils ont pris soin de lui, l'ont emmené à l'hôpital pendant qu'un policier ramenait notre voiture jusqu'à la ville. Cette nuit-là, je n'ai presque pas parlé. J'étais épuisée, vidée, confuse. Mon père, heureusement, s'en est sorti. Le lendemain, il allait déjà mieux. Alors, ensemble, on a pris une décision. Oublier, tout effacer. Ne plus jamais évoquer Saïf, ni cette bague, ni ce village. Fermer la parenthèse, comme si rien n'avait existé. Mais au fond de moi, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Parce que le rêve s'était réalisé. Parce que chaque détail que j'avais vu dans mon sommeil s'était reproduit de manière exacte. La route, la voiture, la nuit, absolument tout. Comme si quelqu'un, quelque part, avait voulu que ça arrive. Les jours ont passé, puis les semaines. Un jour, un proche de Saïf a appelé mon père, mais il lui a simplement répondu que la proposition de mariage était annulée. Il a dit que j'avais changé d'avis et que je ne voulais plus rien savoir. Et c'était vrai. Depuis ce jour, je voulais simplement retrouver ma vie d'avant. Petit à petit, le calme est revenu. Je dormais mieux, je recommençais enfin à sourire. Je passais mes journées dans ma chambre, comme avant. Mais parfois, la nuit, alors que tout le monde dormait, je restais éveillée, à regarder le plafond. Et je me posais toujours les mêmes questions. Qui était vraiment Saïf? Pourquoi était-il venu frapper à notre porte? Pourquoi ce lien étrange entre lui, mes rêves et cette bague? Et surtout, pourquoi m'avait-il demandé si je savais conduire? Comme s'il savait déjà ce qui allait arriver cette nuit-là. J'y pense encore aujourd'hui. Peut-être que tout ça n'était qu'une coïncidence. Peut-être que mon esprit a voulu donner du sens à l'inexplicable. Ou peut-être que certaines choses dépassent ce qu'on peut comprendre. J'en ai tiré une leçon. Le destin trouve toujours un moyen de se manifester, même à travers nos rêves. Au fond de moi, je reste persuadée d'une chose. Cette histoire n'est pas terminée. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième histoire? J'espère qu'elle vous a plu. À votre avis, comment vous expliquez ce qui lui est arrivé? Est-ce que tout ça n'était qu'une illusion? Ou bien est-ce que Saïf n'était pas vraiment humain? Donnez-moi vos théories en commentaire. J'ai hâte de les lire. La semaine du frisson est terminée. J'espère vraiment que cette semaine vous a plu. On a beaucoup travaillé, on vous a traduit, enregistré et monté énormément d'histoires. On sait que vous aimez les vidéos longues, donc là, vous avez été servis cette semaine. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a plu. On a envie d'avoir vos avis, laissez-nous des commentaires, un maximum de likes pour cette dernière vidéo. Dites-vous que l'année dernière, on n'avait même pas encore 10 000 abonnés avant la semaine du frisson. Et aujourd'hui, on en a 66 000. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints cette année et qui continuent de nous rejoindre. Et surtout, un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis le tout début. Mais ne vous inquiétez pas, même si la semaine du frisson est terminée, on revient dès la semaine prochaine avec un rythme normal, 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Alors je compte sur vous pour un maximum de likes, de partages, booster la vidéo et continuer à nous montrer votre soutien. Ça nous donne beaucoup de force pour continuer de travailler. Pour ceux qui nous ont suivis cette semaine mais qui ne sont toujours pas abonnés, c'est le moment de le faire pour ne pas louper les prochaines histoires.
et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.